Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire du RASSO. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée du RASSO, l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Alors, je vois que vous arrivez les uns après les autres. Bonsoir à tous. Je suis en compagnie d'Amélie Roulier. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Alors, ce soir, on se retrouve autour du thème de la créativité. Qui n'a jamais eu l'angoisse de la page blanche, la sensation d'être coincé et de ne trouver aucune solution innovante, l'impression d'être dans une routine ou des process que nous aimerions améliorer sans savoir nous y prendre, sans savoir comment nous y prendre, pardon. Bref, euh, voilà, on aimerait tous penser out of the box, sortir du cadre, trouver une solution innovante ou pratique ou sur mesure, etc. Et là où le bas blesse, c'est justement qu'on manque parfois de créativité, on ne sait pas par où commencer. L'idée de ce soir, c'est vraiment de vous donner des pistes, des méthodes, des conseils pour activer le mode créativité chez vous. Donc pour ça, nous avons la chance d'avoir Amélie, qui est ingénieure, coach et artiste, et qui va nous accompagner tout au long de cette exploration de la créativité. Alors, le webinaire va se passer en deux temps. Vous aurez d'abord un petit topo d'Amélie qui suivra un support. Et puis ensuite, on aura une petite séance de questions-réponses. Vous pourrez lui poser les questions que vous aurez pu vous noter au fur et à mesure du topo. On va aussi vous proposer d'interagir avec un petit outil qui s'appelle WooClap, qui est très facile. Vous aurez juste à flasher un petit QR code qui vous permettra de participer de manière hyper simple à des questions ou des sondages. Ça nous permettra d'avancer un petit peu dans cette recherche de la créativité et d'avoir un petit aspect un petit peu plus interactif. Voilà, les présentations étant faites, Amélie, à toi de jouer. Alors, c'est parti. Je suis ravie de vous retrouver tous ce soir. Comme disait Delphine, effectivement, je suis artiste, je suis ingénieure aussi. Donc, j'ai une partie de mon métier qui consiste à faire de l'amélioration continue. Et je suis aussi coach. Donc, j'utilise pas mal la créativité pour tout ce qui est sortie de zone de confort, etc., travail de coaching. Beaucoup de mes coachés dessinent et sont parfois un peu déboussolés. Pourtant, c'est une clé de choses passionnantes. Donc voilà. Donc ce soir, j'ai envie de vous faire expérimenter, aller voir pourquoi quelquefois on est un peu coincé quand on parle de créativité, et justement essayer de trouver des pistes pour sortir de ce mur, passer au-dessus du mur, voilà, tout simplement. Alors, si ça a bien marché, ça sera top. Top, pardon. Euh, pourquoi la créativité quand on est scout? Je pense très franchement que de mon expérience, il y a quelque chose qui est né aussi dans ma formation scout. Faire toujours de son mieux, c'est finalement ne pas s'arrêter, toujours aller plus loin. Et là, je vous ai mis deux petits extraits, hein, l'engagement guide aîné et l'engagement du départ routier qui font le lien avec cette notion de toujours de mon mieux. Et voilà, la vraie question du routier, c'est-tu enfin qu'un routier scout n'est jamais satisfait de lui-même et ne se considère jamais comme arrivé. Je vais du coup vous inviter à vous présenter, alors d'une manière un petit peu particulière, à me dire où vous en êtes aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est vraiment quel genre de créatif êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous des créatifs qui s'ignorent? Donc, vous faites partie de ces gens qui pensent qui sont perpétuellement en train de chercher de l'inspiration, mais qui n'ont jamais d'idée. Est-ce que vous êtes un créatif qui se découvre ou une créative qui se découvre? Vous avez des idées dans certains pans de votre vie, mais par contre, elles sont difficilement activables dans d'autres parties de votre vie. Est-ce que vous êtes plutôt un créatif ou une créative qui se déploie? Vous commencez à faire des liens, il y a des choses que vous arrivez à utiliser dans un environnement et dans un autre.
ou est-ce que vous êtes le créatif qui s'amuse pleinement et voilà, qui rêve qui a toujours 1000 idées, voilà, c'est l'arborescence, tout sort en pop-up parfaitement et tout le temps. Donc, vous avez effectivement un petit flashcode et on va basculer Est-ce sur que les tu peux nous résultats. remettre le flashcode juste encore un petit peu, Oui, Amélie, tu veux bien pour qu'on ait le temps de le flasher? je vous laisse Super, le temps de cliquer. parfait. Est-ce que certains n'ont pas de téléphone et ont besoin d'avoir le lien? Alors, oui, du coup, ça, je peux envoyer le lien pour ceux qui en auraient besoin. Alors, je vais le mettre dans la partie discussion. Hop, hop, pour tout le monde. Et ça devrait être bon. Amélie, est-ce que tu peux remettre peut-être encore une fois Oui, le flashcode? Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui se sont connectés encore sur le plateau. c'est bon pour tout le monde? Hop, ça continue ou c'est... Je n'ai pas Ah, en l'impression que ça... plus, hop, Ah, si, un petit peu. et je renvoie l'autre lien, parce que je crois que j'ai envoyé celui de la présentation seulement. Voilà, il y a encore un autre lien. Donc, ça devrait être bon. C'est le premier. Ouais. On va pas rester trop longtemps sur cette slide-là. C'est pas l'intérêt mais c'était juste pour avoir une idée voilà, de ce que avec quoi vous arrivez. Et ben, on a de la chance parce qu'on a une grosse partie des gens qui s'ignorent, se découvrent, et puis d'autres qui vont peut-être pouvoir inspirer les autres. Allez, je vais revenir sur ma présentation. Ouais. Pour introduire la créativité, j'avais envie de vous demander ce que vous voyez, comment vous définiriez la créativité. Alors, c'est un mot, une phrase, peu importe. Je vous laisse pareil flasher le QR code. Et une fois que c'est bon, vous pouvez. Il faut que je l'ouvre quand même parce que sinon vous allez être coincé. Hop. Il faut que je passe à la suivante. Ouais, parce que je pense que sinon, on est encore sur la Ah, première question. comment je vais faire? Excusez-moi, là c'est un mauvais. Et là, je sais pas du tout. Je suis censée. Je vais être coincée. En fait, il faudrait que tu... Est-ce que tu peux fermer la première question pour que l'autre puisse... Normalement, tu as un outil qui te permet de Excusez-nous. mettre à jour Outlook. Ouais, mais justement, il ne veut pas s'ouvrir. On va pas. Ce que je vous propose de faire, c'est de répondre sur le chat. Ce sera plus. Alors, est-ce que tout le monde a la possibilité de répondre sur le chat? Là, voilà, le chat est ouvert, vous pouvez y aller. Alors, il y en a qui nous disent que c'est synonyme d'imagination et inventivité, originalité. Alors, Ok. qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je vois pas les mêmes réponses. Comment définiriez-vous la créativité? Hmm.
l'adaptation, Mhm. la rêverie, Oui. volonté d'emprunter à autrui des œuvres qui furent faites par nos prédécesseurs Mhm. et nos limites. Ok. Ouais, il y a un peu, il y a un peu il y a un peu de tout et de vrai, évidemment, hein, dans tout ce que vous dites. Là, j'ai remis sur cette slide, on va pas tous les lire, mais vous les aurez avec le support. Comment est définie la créativité par différentes personnalités plus ou moins connues. Et alors, je vous livre celle du Larousse qui dit que c'est une capacité, une faculté d'invention, d'imagination, comme vous avez pu le mettre en avant, un pouvoir créateur. Et effectivement, moi j'aime bien dire que c'est une capacité à emprunter à l'expérience ce qu'il faut pour enrichir la situation présente. Il y a l'un d'entre vous, l'une d'entre vous qui a évoqué ce point-là, un des derniers points qui était... voilà. Et finalement, le premier pas de créativité, c'est de définir ce que c'est la créativité et vous l'avez fait. Je vous laisserai les dernières, les autres paroles en cadeau. On va entrer du coup dans le processus créatif. Il a été théorisé et il se passe en 4 étapes. On part d'une question, comment je vais pouvoir résoudre tel ou tel problème. Il va y avoir une étape de préparation qui va être une étape de collecte de données, etc. On va compiler en fait plein de choses. On va rentrer dans le détail après. Une période d'incubation où finalement tous ces éléments vont alimenter une réflexion parfois inconsciente. C'est une période qui demande beaucoup de temps, l'incubation. L'illumination, c'est sous la douche, devant votre écran, face à un enfant qui va dire quelque chose, peu importe. L'illumination et puis la vérification qui va avec la mise en action de l'idée. Ces 4 étapes, soit on les passe dans l'ordre, mais en fait, dans la réalité, on a plutôt ce genre de schéma. C'est-à-dire que finalement, la préparation vient toujours au début, la vérification toujours un peu après à la fin, mais que quelquefois, une fois qu'on a mis en pratique, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait arrivé au but, et donc on va revenir dans une période de préparation, d'incubation et d'illumination. On va faire des itérations pour arriver à la solution que l'on cherche. Donc la première étape, c'est la préparation. La collecte de données, d'informations, de matériel, la recherche, l'inspiration. Et la préparation, elle se fait en interne, dans le sens où on utilise ce qu'on connaît nous, et en externe, on va aller chercher l'information à l'extérieur. La première question que j'avais envie de vous poser, sommes-nous tous égaux en termes de créativité? Et on va clairement dire non, et peut-être oui quand même. Pourquoi? Finalement, ce que je vais vous inviter à faire dans ces quelques slides suivantes, c'est d'aller un peu explorer vos limites à vous en termes de créativité. On a tous des limites parce qu'on est tous différents, on n'a pas le même tempérament, on n'a pas les mêmes manières d'apprendre. Et finalement, c'est quand on sort de sa zone de confort et de recherche de solutions qui sont toujours les mêmes qu'on va trouver des solutions un peu innovantes. Je vais vous inviter à prendre un crayon et un papier et je vais vous dire une seule chose. À la prochaine slide, vous allez voir quelque chose qui vous appartient. Et l'idée, c'est de noter ce qui vous vient à l'esprit, les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. C'est très simple. Donc faites l'expérience, laissez-vous porter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que vous êtes tous prêts? J'y vais.
pense que c'est bon, vous avez pu noter votre première idée. Alors, pourquoi je vous fais faire ça? Parce que j'ai envie de vous montrer que finalement, on a plusieurs manières de répondre à un événement extérieur. Je vais faire le lien avec la théorie des humeurs d'Hippocrate, que certains connaissent peut-être, euh, et qui en fait dit qu'on a quatre types de tempéraments. On a un tempérament qui va être du style à dire face à son vélo, c'est-à-dire enfin, sa roue de vélo, bon ben, dommage, mais bon, j'irai acheter un autre vélo. Vous avez peut-être eu quelque chose comme ça qui vous est venu en tête instinctivement. Le deuxième va se dire, ah bah la poisse, et puis quelques secondes après, il va se dire, bon, c'est aussi une super occasion, j'avais besoin d'un nouveau vélo. Et peut-être certains d'entre vous se sont dit, voilà, ont vu quelques insultes de poissonniers surgir dans leur tête face à la situation. Ça, c'est possible aussi. Et puis les derniers bah, se sont dit, ah, j'ai plus de vélo. Et puis ils ont commencé à chercher quelles étaient les options pour résoudre le problème. Il fallait repartir, etc. Il y a typiquement, la première réaction, c'est la réaction d'un phlegmatique. Alors, je ne suis pas là pour vous faire dire ce soir, je suis phlegmatique, je suis sanguin, je suis, etc. C'est juste pour vous faire toucher du doigt certaines choses. Le phlegmatique, face à un événement extérieur, il réagit lentement et puis après, voilà, il laisse couler. Le sanguin, il va réagir très rapidement et puis il va passer à autre chose parce que finalement, voilà, il papillonne, la vie est belle, il y a des choses plus graves. Le bilieux, il va avoir tendance à réagir très rapidement, de manière très véhémente, et puis il va ruminer le problème, parce que quand même, ça lui plaît pas du tout. Quant au mélancolique, il va réagir lentement, il va réfléchir longuement, et voilà, il va passer du temps à essayer de trouver une solution. L'idée derrière tout ça, c'est en fait de vous inviter à explorer ces manières de réagir face à un événement. Là, on le fait une fois, mais finalement, dans la vie, il y a plein de moments où on est face à une contrainte, quelque chose qui apparaît. Et ça peut être juste les clés qui ne sont pas sur la porte au moment où on part, tout simplement. Comment on réagit face à ce problème? Qu'est-ce qu'on va chercher comme solution? Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous faites toujours la même chose. Si vous êtes un mélancolique, peut-être que l'invitation, ça va être d'apprendre à réagir plus vite. Donc en fait, quand on a un problème, action, réaction. Finalement, de s'inspirer peut-être de son voisin, le bilieux, qui réagit un peu plus vite. Euh, voilà. Et ça veut dire concrètement aussi que notre tempérament influe aussi notre manière de créer ou d'aller chercher de l'inspiration. Parce que quand on a une tendance bilieuse, on va aller chercher très vite des solutions qu'on connaît déjà. On n'a pas, la réflexion viendra plus tard et éventuellement si on a le temps. Mais on n'a pas cette habitude de prendre de la distance. Alors que les mélancoliques, ils réfléchissent. Donc finalement, chacun peut aller trouver dans un des tempéraments qui n'est pas forcément le sien de manière instinctive, une autre manière de faire pour pouvoir trouver des solutions et s'autoriser finalement du temps ou au contraire de l'action. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, avant de vous l'expliciter, j'avais envie de vous demander qu'est-ce qu'était l'inspiration pour vous et où est-ce que vous la trouvez. C'est pareil, j'espère que ça va marcher. Hop, normalement c'est bon. Ok. Ah, l'ennui, ça c'est une super réponse.
Inspiration, avoir une idée de génie, oui. On va chercher chez les autres. Ok. Mhm. La grâce, l'observation, d'accord. La libération, libérer, oui, effectivement. L'émotion. Mhm. Est-ce qu'il y en a encore qui écrivent? La compréhension d'une logique, ok. Fort intérieur, besoin. Hmm. Il y a plein de choses. Merci beaucoup d'avoir participé à ça. Effectivement, tout est matière. Quand on dit que tout est matière, il y a toutes les informations qui vont venir de l'environnement. Donc, on va les capter grâce à ce qu'on est soi. Et puis, il y a tout ce qu'on a en tête, ce qui est lié à la mémoire, à l'intelligence. Il y a les sensations émotionnelles, les sentiments, toutes les réactions physiologiques qu'on peut avoir, qui finalement ancrent ou font remonter en fait certaines choses et certaines émotions quand on est dans une situation. Et puis, tout ce qu'on va capter par ses sens. Typiquement, je rentre dans une petite expérience, petite question. Vous cuisinez un peu, beaucoup, passionnément, peu importe. Est-ce que vous savez quelle est la meilleure manière de retenir la recette pour vous? Est-ce que c'est juste de regarder Cyril Lignac ou autre cuisinier médiatisé la faire à la télé? Est-ce que c'est de la réaliser vous-même ou aucune des deux? Il suffit qu'on vous l'explique à l'oral. Je vous pose la question d'une autre manière. Quand vous allez au cinéma, est-ce que vous allez retenir plus facilement les paysages, la tête des personnages, donc ce que vous voyez, les répliques cultes et la musique, ou le moelleux des sièges et l'odeur des pop-corn? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est très, très différent face à l'inspiration, parce qu'on ne capte pas les choses de la même manière. En fait, alors visuel, kinesthésique, auditif, enfin, voilà, je ne rentre pas dans le débat de savoir qui, quoi, quand, comment, mais vraiment, l'idée, c'est de se dire, je retiens plus facilement quand je vois les choses. Mais finalement, est-ce que le fait aujourd'hui d'aller faire travailler mes sensations, d'aller toucher les choses, d'aller expérimenter de manière kinesthésique une réalité, ça va pas m'amener autre chose que ce que je me borne à capter instinctivement parce que je suis un visuel et que tout ce que je vois, je l'enregistre. Alors, Amélie, dans le chat, il y a beaucoup de monde là, qui a répondu sur son choix Ah, entre A, B et C. Donc, on a beaucoup de B, pas mal de A, on n'a pas de C et on a Simon qui nous demande où sont les émotions dans tout ça. dans l'apprentissage, là, Bon. alors, les émotions, elles sont potentiellement un peu partout parce que finalement, au niveau kinesthésique, vous pouvez réactiver des émotions. Le visuel réactive aussi des émotions, l'auditif aussi, mais les émotions, qu'est-ce que c'est? Ça va être un stimuli extérieur qui va faire que vous avez une réaction physiologique. Il y a tout un enchaînement au niveau neuro cognitif qui fait que vous allez avoir finalement une réactivation et une sensation de cœur qui bat, voilà, ou que vous allez retrouver avec le souvenir de votre enfance parce que ça sent la madeleine, le pain ou je sais pas trop quoi. Euh, les émotions, elles sont partout. Là, on est vraiment dans l'apprentissage, dans la manière de, voilà, d'apprendre les choses. Mais je sais pas si je réponds à la question. Ouais, Simon nous dira si Ok. besoin. Euh,
Du coup, l'invitation que j'ai envie de vous faire avec cette slide, c'est vraiment, si vous savez effectivement les uns et les autres de quelle manière vous apprenez les choses, c'est d'essayer justement, quand vous avez un peu de temps, d'aller chercher d'autres choses dans une autre manière de capter l'environnement et les événements extérieurs. Donc finalement, si vous êtes visuel, c'est tout simplement fermer les yeux l'espace d'un instant et essayer voilà, d'écouter, d'être présent de manière auditive. Si vous êtes kinesthésique, c'est de faire l'effort, je ne sais pas, en montagne, de rester, d'observer vraiment, sans toucher, juste regarder. Voilà, d'aller finalement chercher à activer d'autres canaux qui sont moins faciles pour vous et qui, voilà, on est tous pareils. Une fois qu'on a dit ça, donc on sait où trouver l'inspiration, il y a quand même un certain nombre de choses qui vont freiner ou au contraire nous aider à être créatifs. Donc, je vais rentrer un peu dans l'idée de comment on construit un cadre propice à la créativité. La première chose, c'est de faire taire ces petites voix intérieures. Il y en a beaucoup qui ont eu, alors dans leur enfance, dans leur adolescence, voilà. Soit on leur a dit ton voisin est plus créatif ou ta voisine est plus créative, donc sous-entendu tu n'es pas assez. Et puis voilà, après c'est l'environnement professionnel, etc. Mais on a tous des petites voix intérieures qui disent je suis pas capable, tu n'as jamais d'idées, etc. Et tout ça, la première chose, c'est de faire taire ces petites voix. La deuxième chose, c'est de se rappeler que la progression se fait pas à pas. On a potentiellement souvent envie d'arriver au but avant même d'avoir commencé. Et la créativité, c'est un muscle. Il y a des gens qui naturellement sont créatifs, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et quand on veut en faire quelque chose de vraiment intéressant, eh ben, il faut accepter d'y aller pas à pas. Définir un cadre, ça peut paraître assez étonnant, parce que pour beaucoup, la créativité, c'est un espèce de grand feu d'artifice. Voilà, on se lâche, il n'y a pas de limite. Si vous voulez perdre quelqu'un dans la créativité, vous lui donnez zéro cadre. Et en fait, ça va l'envoyer dans un système où en fait, il n'a plus aucune notion de limite. Il y aura trop de choix et finalement, ça limite la créativité parce que ce trop de choix, finalement, ne donne pas un cadre qui est propice. Se rappeler qu'une mauvaise idée à un moment A peut être une bonne idée à un moment B. Ça, c'est typiquement, moi je le vois beaucoup en entreprise, quand on me dit, oui, tu sais, Amélie, on a déjà fait ça il y a 10 ans, ça n'a pas marché. Typiquement, il y a 10 ans, c'était une mauvaise idée. Et aujourd'hui, c'est sûrement une bonne idée. Alors, je dis 10 ans, mais ça peut être 3 mois, hein. Finalement, il y a des moments dans la vie où c'est pas le bon moment d'avoir ce genre d'idée. Euh, Parce que le cadre n'est pas propice, parce que la situation familiale n'est pas là, parce que l'entreprise n'est pas mature, parce que enfin, le marché n'est pas mature. Finalement, il y a plein de choses comme ça, on a des idées et c'est pas le bon moment. Donc vraiment, c'est important de se noter ça, c'est qu'il y a des bonnes idées, mais une bonne idée dans un mauvais contexte, et ben, en fait, c'est une mauvaise idée. Mobiliser sa patience, et ça c'est difficile pour beaucoup de gens d'être patient, ça revient au fait que la progression se fait pas à pas. Lâcher prise. Euh, ça s'adresse peut-être plus à des gens qui sont plus carrés, plus rationnels. C'est difficile, effectivement, pour certains de lâcher prise. Mais finalement, c'est aussi là qu'on trouve les solutions un peu moins classiques que ce qu'on aurait trouvé instinctivement. Hop, voilà, pardon. Combattre la paresse et la procrastination. Ça, c'est pour certains, finalement, aller chercher des idées nouvelles, c'est quelquefois un combat. Et donc, certains d'entre nous ont à lutter contre la paresse et la procrastination et voilà, la flemme face à la créativité.
Hop, pardon. Ignorez les commentaires assassins des voisins, des collaborateurs, du chef, de vos enfants, de vos cousins, trois petits points. Ça revient à faire taire ces petits voix intérieurs, mais là, c'est les voix extérieures qui peuvent être compliquées à gérer quelquefois. Ni chercher ni la gloire ni le pouvoir. Si vous regardez la vie de pas mal d'artistes, finalement, ben, ils ont été très créatifs de leur vivant, mais ils n'ont pas récolté beaucoup de lauriers. Et c'est pas ça qu'il faut aller chercher. Hop. Choisir un moment adapté. Il y a des gens qui me disent je suis pas créatif. Alors oui, mais en fait, à chaque fois qu'ils se mettent devant leur table pour créer, donc ils essaient de trouver une solution innovante, ils ont trois enfants dans les pattes ou quatre collègues qui sont en train de faire une réunion dans la pièce d'à côté. Voilà. Donc en fait, il y a des moments pour créer, des moments où on n'est pas dans le bon cadre. Et pour se donner vraiment la chance de trouver des solutions, il faut prendre le temps et se sanctuariser des moments pour ça. Hop. Et dernière chose, voir l'échec et le tâtonnement comme lieu d'apprentissage. Et ça, c'est un grand classique, mais en fait, on ne répétera jamais assez. Même dans l'échec, en fait, on apprend. Et en créativité aussi, à force de peindre, on fait des belles choses. À force de coudre, on fait des belles choses. À force de réfléchir à comment vulgariser un message pour ses collaborateurs, on y arrive de plus en plus. Voilà. Donc vraiment, toutes ces invitations pour vous donner toutes les chances pour aller plus loin dans la créativité. Hop. Alors, j'ai une petite expérience suivante. Ouais, je vais leur retourner, on va aller un peu plus vite. L'idée, c'était de vous faire écouter de la musique. Je vais passer plus de temps sur les choses qui suivent et du coup, je ne fais pas l'expérience, mais je vous laisserai le faire, de vous mettre de la musique classique et d'essayer voilà, de vous noter classique ou pas classique, mais ce à quoi vous pensez de prime abord. Walt Disney dit qu'il y a trois manières de voir les choses. Alors, j'ai pris l'exemple de la musique, on peut faire ça avec n'importe quoi, mais la première manière, c'est réaliste. À l'écoute d'un morceau de musique classique, vous, quand vous fermez les yeux, vous voyez les cordes, les cuivres, tout ce petit monde sous la houlette d'un chef d'orchestre. Voilà, c'est le réaliste, la réalité. Certains d'entre vous ont plus tendance à imaginer le monde fantastique. Alors, j'ai mis fantasio, mais voilà, des petits oiseaux, des petits anges, etc. Une prairie, des moutons, peu importe. Quelque chose qui est vraiment dans le cadre du rêve. Et puis la dernière manière de voir les choses, c'est de les voir de manière très critique, donc de poser un regard sur les faits, mais en émettant un avis sur la question. Et finalement, ces trois regards-là permettent d'avoir une idée globale du problème qui vous est posé et de la réalité devant laquelle vous êtes. Et aussi d'ouvrir finalement des canaux pour aller plus loin dans la réflexion. Je vous laisserai faire l'expérience pour l'avoir faite avec un public en présentiel. Il y a plein de choses qui sortent. C'est assez intéressant. Donc voilà, l'invitation, c'est vraiment de vous mettre, si vous avez tendance plutôt à être très factuel, vous êtes un bon qualiticien, voilà, vous avez l'habitude de rester ancré dans la réalité, peut-être d'aller chercher dans ce qui est un peu plus déconnecter un peu plus du rêve. Et puis, si vous avez l'habitude d'être rêveur, peut-être de rentrer dans une analyse un peu plus critique de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous vivez ou du problème auquel vous êtes confronté. Je vais très vite. J'espère que j'ai perdu personne. Voilà, on va rentrer dans la deuxième partie qui est la phase d'incubation. La phase d'incubation, c'est une phase qui demande du temps. Et c'est essentiel le temps, parce que c'est finalement à ce moment-là qu'il va y avoir un certain nombre de combinaisons d'idées
mais vous ne pouvez pas avoir cette combinaison d'idées si vous êtes dans la précipitation, dans l'urgence, etc. C'est vraiment important de garder ce temps. Combiner les idées, c'est un vieux process de toujours. Là, je vous ai mis une planche hein, qui est un peu de biomimétisme et des inspirations. On part d'un animal dont je ne sais plus le nom pour construire le toit d'une gare, d'un hangar, je ne sais pas, les classiques de la rue, etc. En fait, comment on s'inspire en fait du vivant pour construire les choses. Pardon. Là, c'est Léonard de Vinci qui, à force d'observer l'homme et en même temps les oiseaux, s'est dit qu'à un moment, il allait falloir mettre quelque chose pour pouvoir s'envoler. Donc on est aussi toujours dans cette notion de biomimétisme. Et puis vous avez les classiques de combinaison d'idées qui sont finalement cet oiseau qui vole et cette voiture qui transporte. Qu'est-ce qui pourrait transporter et avoir des ailes? Voilà, vous avez un avion. J'ai pris des exemples très basiques, mais finalement, en fait, quand on est dans la recherche de créativité, l'idée, c'est vraiment au départ, de partir de choses très, très simples. Et puis après, vous allez combiner des idées qui sont de plus en plus complexes avec deux, trois entrées, 4 entrées, 5 entrées, voilà, au fur et à mesure. Les inspirations marketing, ça, c'est les petits exercices qu'on peut faire pour aussi apprendre à combiner les idées. À quoi peut me servir finalement un vélo? À me promener. Mais là, vous voyez que typiquement, on en a fait un support pour une vasque. Alors, euh, ceux qui sont fans de déco ont l'habitude de voir ça. Là, je vous le montre, mais c'est un peu une invitation de prendre l'habitude aussi de s'entraîner à la créativité en prenant des outils du quotidien, en se disant, mais ok, mais ça sert à faire ça, mais à quoi d'autre ça pourrait me servir? Est-ce que ça peut se transformer finalement? Ça peut avoir un autre usage qui n'est pas l'usage de base, mais finalement qui est un usage qui pourrait être tout à fait. Pourquoi on s'empêcherait de le faire? Donc c'est vraiment de rentrer dans cet imaginaire et de finalement s'entraîner jusqu'à ce que vous arriviez à vous-même transformer une guitare en étagère. Voilà. Chez nos amis marketeurs, on aime beaucoup les mood boards. Alors, c'est pareil, c'est aussi une source d'inspiration finalement. Eux, ils vont combiner des couleurs, des lignes, des formes, etc., des images pour créer en fait un support qui va leur servir dans la définition d'une charte graphique, etc. Mais finalement, on peut s'en servir aussi dans notre quotidien pour une décoration de maison ou pour chercher une idée. Euh, c'est un outil qui peut servir. Pour l'avoir fait dans certaines situations, c'est assez intéressant parce que quand on crée des packaging, quand on essaie de trouver finalement des solutions un peu décalées, rentrer dans ce processus de combinaison de plein de choses, ça permet voilà, d'élargir finalement son environnement et sa vision. Les inspirations artistiques, la métaphore. La métaphore, c'est un outil qui est hyper puissant, qui est très utilisé en coaching et qui est très utile aussi quand on fait de la vulgarisation dans le sens noble du terme. Quand vous êtes face à un public de gens qui ne maîtrisent pas le sujet que vous-même maîtrisez, arriver à parler en métaphore, finalement, ça permet d'accéder euh, à l'essence même du message. Ça a même d'autres vertus. Si je vous dis qu'un projet, c'est comme une aventure, c'est comme un nouveau chapitre, c'est comme un Everest à monter, c'est comme une traversée, un match à gagner, une étoile à attraper, une grossesse, on pourrait continuer la liste. Finalement, à chaque étape, on met en avant une caractéristique de ce projet. Si je vous dis qu'un projet, c'est comme une aventure, vous allez penser que finalement, je mets l'accent potentiellement sur la découverte ou sur
la rencontre. Si c'est un nouveau chapitre, on entend plus la notion de changement, la notion de nouveauté. Si je décris ça comme un Everest à monter, il y a un challenge, il y a quelque chose à... Voilà, il y a un effort à faire, qui s'invite finalement dans cette notion. Une traversée, qu'est-ce qu'on va chercher dans la traversée? On va vers l'inconnu, on va vers un nouveau continent. Quand on voit un projet comme un match à gagner, c'est souvent qu'on a envie d'un jeu. On se dit qu'un projet, c'est comme un jeu, il y a de la communication, voilà. Une étoile à attraper, on met en avant la difficulté. Il va falloir que je tende ma main, il va falloir que j'attrape une étoile. C'est quand même pas très simple d'attraper une étoile. Et quand on parle d'une grossesse, ben, on parle du temps long, on parle de l'attente. Voilà. Donc finalement, la métaphore, c'est aussi très puissant parce que ça vous permet effectivement de ramener les gens à quelque chose qu'ils connaissent, qui fait partie d'une réalité facilement accessible, et en même temps de mettre en avant une caractéristique de la notion que vous voulez mettre en avant ou expliquer, tout simplement. Donc, j'ai fait l'exercice pour le créatif. Vous pourrez continuer la liste. Un créatif, c'est comme un magicien, un jongleur, un allumeur de réverbère. Et on pourra aller plus loin. Vous pourrez continuer. Donc, l'invitation qu'il y a derrière ça, c'est comment finalement j'arrive à expliquer quelque chose qui est un peu compliqué avec une image. Donc, finalement, s'entraîner aussi un peu au quotidien à expliquer à vos enfants, à vos collaborateurs, voilà, à rentrer dans cette finalement ce jeu, d'utiliser une métaphore plutôt que de rester dans un univers très technique qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Dans les petits outils aussi qui sont intéressants au niveau des phases d'incubation, il y a tout ce qui est symbolique. La symbolique, ça parle aussi beaucoup aux gens. Alors là, je vous ai mis des exemples avec l'histoire de Toblerone et de l'ours de Toblerone. L'idée, c'était juste de rappeler la symbolique, mais finalement, le dessin, c'est pareil, comment dire, ça ramène les gens à des choses qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, ou à un bout d'histoire, voilà. Donc finalement, c'est un outil aussi assez intéressant quand on veut être créatif. Regardez comment les logos sont faits. Si vous posez la question à un graphiste, comment il a fait le logo, ou si vous travaillez avec des créatifs, il y a toute une recherche, il y a toute une histoire derrière ces logos. Il y a toujours plein de choses à dire. Et finalement, faire l'exercice dans l'autre sens, c'est assez intéressant. Et un dernier outil que j'avais envie de vous proposer, c'était la carte mentale. On appelle ça la carte heuristique. Alors, pour construire cette carte qui est là sur le tableau, on part d'un brainstorming en général, où il y a une question de départ. Là, elle est concentrée sur qu'est-ce qu'une carte mentale. Donc, voilà. Et après, on va faire des branches en fonction des différentes informations. On va créer en fait des espaces qui sont relatifs à une ou deux caractéristiques ou trois caractéristiques. Et puis, on va aller à coller toutes les notions. Mais c'est vraiment une manière d'ordonner ses idées, en fait. Donc, c'est assez difficile. Je pense qu'on pourrait faire un webinaire entier sur la carte mentale. Donc voilà, c'est un vrai sujet, mais déjà, ça peut être une idée à explorer si ça vous intéresse. Vous pouvez, il y a tout ce qu'il faut sur Internet à ce sujet-là. Donc voilà, donc là, c'était vraiment l'idée de toute cette partie-là, c'était de vous donner quelques outils qui peuvent vous permettre de travailler votre créativité, toutes les étapes de combinaison d'idées, d'aller chercher de l'inspiration, etc. Pour que finalement trouver la réponse à vos questions ou à vos problématiques organisationnelles, techniques, logistiques. Et je rappelle du coup que vraiment dans cette phase-là, c'est important de prendre son temps, d'avoir une vraie prise de recul, quelquefois de laisser tomber le sujet, l'espace d'une semaine, l'espace d'une soirée, ça dépend du temps que vous avez, mais en tout cas,
de s'autoriser à dire là, je n'y pense plus et d'y revenir plus tard. Et j'avais rajouté l'étape d'incubation est une étape longue qui demande un carnet, tout simplement parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui glanent des idées et puis en fait on oublie, on pense à un truc et puis en fait on n'est pas au bon endroit. Alors vous pouvez mettre ça sur votre téléphone si vous êtes plutôt un habitué du téléphone. Peu importe, mais en tout cas, notez les choses qui vous viennent au fur et à mesure. Parce que peut-être que sur le moment, on n'a rien en tête et on se dit, mais pourquoi je pense à ça? Je, je vois pas. Et en fait, plus tard, en reprenant les notes, on se dit, mais oui, en fait, là, j'ai pensé à ça, puis j'ai repensé, et finalement, c'est comme dans les étapes de discernement, finalement, il y a quelque chose qui sort à la fin. Quelque chose qui jaillit et qui est en fait la réponse. Et la réponse, c'est l'illumination. J'ai mis souvent rapide à des endroits improbables. Et en fait, voilà, vous avez une super idée et elle s'invite à un moment où vous y attendez pas. Donc, c'est parfait quand elle arrive. Et puis, quelquefois, eh ben, en fait, il faut revenir en arrière. Mais on a tous un moment, on a la bonne idée qui est jaillie. Si on a pris le temps de bien préparer, de bien écouter ce qu'il y avait autour de soi, de bien s'imprégner, et puis de laisser incuber tout ça. Et la dernière étape, qui est la formalisation de l'idée, la concrétisation. Et alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la mise en action. C'est vraiment, j'y vais, mon idée, je l'ai en tête et maintenant je passe à mon plan d'action, je passe chez Leroy Merlin acheter ce qu'il faut, je passe, voilà, peu importe, quand on parle de logistique, de vie familiale, de vie personnelle, de vie professionnelle, voilà, il y a un moment où on part dans l'action et là on rentre dans des processus classiques de je mets en place, je vérifie, etc. pour arriver à la solution finale. Voilà, un grand merci à tous. Merci Amélie. À très Merci bientôt beaucoup. sur le site du RASSO pour de prochains événements. Un petit rappel, tous les événements qu'on propose en ligne comme ça sont gratuits, accessibles à tous. Et puis, si vous connaissez encore plein d'anciens des scouts d'Europe qui ne connaissent pas encore le RASSO, qui ne bénéficient donc pas de nos services, de nos propositions, n'hésitez pas à leur en parler, que nous puissions accompagner chacun dans la fidélité à sa promesse, dans la progression, voilà, et le fait de s'entraider les uns les autres. Merci Amélie. Je viens. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.